Nico, un point c'est tout. Pourquoi le système médiatique pue? Bonjour et merci de me retrouver pour ce nouvel épisode de Nico, un point c'est tout. Aujourd'hui, on va se pencher sur le cas du système médiatique. Celui qu'on peut considérer, non sans raison, comme un de nos principaux adversaires, pour ne pas dire le principal adversaire. Tant il est un élément important de la vie politique, ainsi qu'une pièce centrale dans le dispositif concernant la tentative de diabolisation toujours plus avancée du mouvement insoumis. On va déterminer en quoi il est problématique en l'état actuel des choses. Aussi, pourquoi il s'avère une des nuisances les plus importantes auxquelles on a affaire, pour nous insoumis en particulier. On va essayer de faire le tour de cette question essentielle, et tenter, autant que faire se peut, de vous donner des éléments de compréhension et vous proposer des billes pour répondre à certaines attaques que nous essuyons. Si vous êtes familier avec cette chronique, je crois que vous avez établi que j'aime voir cet exercice comme une sorte de boîte à outils militante, au-delà d'une simple tribune d'un militant insoumis qui donne son avis sur des sujets. Vous allez aisément comprendre les raisons pour lesquelles Mélenchon a identifié les médias comme la deuxième pôle du système. Comment cela n'a définitivement rien d'usurpé, tant il est censé jouer un rôle majeur dans l'information. Aussi, tellement il repose sur des liens vraiment déterminants dans le conditionnement de la vie politique en général. Chez nous, plus spécialement, même si, il ne faut pas se voiler la face, on l'observe partout. J'y reviendrai. Et oui, car malheureusement, les puissances de l'argent ont investi ce domaine partout à travers le monde. Ces objectifs et conditions étant grosso modo les mêmes d'une nation à l'autre. Et TV et radio incarnant les mêmes outils de bataille culturelle pour le pouvoir. Un système verrouillé et vérolé. Il me semble qu'à force de travail du mouvement insoumis et de certains médias indépendants, de moins en moins de gens sont dupes. De plus en plus d'entre eux ont désormais conscience de l'imbrication de ces organes avec les puissances financières et économiques. Mais marteler les choses ne nuit pas, tant le poids des médias de masse est significatif. En outre, en dépit d'une place, un recul qu'on attribue à ces vecteurs, leur contenu demeure massivement diffusé et regardé, ultra présent dans la vie du plus grand nombre. On note cependant que des disparités générationnelles apparaissent clairement. Que la jeunesse est heureusement beaucoup moins perméable aux moyens de communication de l'officialité. Elle s'informe autrement et visiblement c'est plutôt une bonne nouvelle globalement. On reviendra sur ce point, mais battage et martelage sont parmi les techniques employées par ce système. Non sans raison. Ils savent ce qu'ils font et dans une certaine mesure cela fonctionne. C'est ce pourquoi ils ont choisi cette recette, évidemment. Après, la résistance s'organise autour de tas de plus petits médias indépendants et alternatifs, dont les outils dont se sont dotés certains politiques pour s'adresser directement à leurs audiences. JLM en tête. Lui a réellement réussi ce pari de contournement, quand bien d'autres y parviennent bien plus difficilement, voire n'ont pas des outils à la hauteur pour l'heure. Commençons par le nez au milieu de la figure, si je puis dire, ce qui est central et commence à être relativement su. Enfin, un peu plus largement connu, me semble-t-il. Nous sommes dans une ère de la communication, et les médias sont à 90% détenus par 9 milliardaires. Je ne vais brosser que rapidement le tableau ici. Surtout dans la mesure où j'ai déjà traité ce sujet de manière transversale durant divers podcasts, en réalité. Je vous invite à les consulter. Et puis d'autres l'ont fait beaucoup mieux que je ne saurais le faire, Osons causer par exemple. Je vais néanmoins pour ma part faire de mon mieux pour compléter la peinture de ce paysage et de ses influents. Redire l'essentiel et apporter des items nouveaux, je l'espère. Le système médiatique est vraiment intéressant à analyser en tout cas, à bien des écarts quand on est militant. Ce qui intéresse, à divers titres, en tant qu'insoumis, c'est son mode de fonctionnement et son financement. Et il y a pas mal de choses qu'il convient de mettre en relief pour l'occasion. Déjà, faisons un bilan. Le modèle économique des médias n'est pas viable. Il ne marche pas du tout, pour le moins qu'on puisse dire. Il n'est profitable d'aucune manière aux capitalistes qui en font l'acquisition. Je veux dire, si on accepte la dimension idéologique. Économiquement, ils sont un tel gouffre, en vérité, que même une fois gavés de subventions, les profits ne sont pas au rendez-vous. D'autant que je me permets de rappeler la rapacité de ceux qui les possèdent en temps normal. Et comment, habituellement, ils ne se satisfont pas de structures qui font juste du profit, mais dont ils attendent bien plus, ils escomptent généralement des rendements forts. En aparté, soulignons ceci, les mêmes médias qui promeuvent une idéologie de démantèlement de l'État et ou de privatisation tout azimut y ont recours plus que de raison, notamment pour ce qui est des aides qu'ils reçoivent de l'État. Et ce, afin d'éponger une partie de l'ardoise que cet investissement coûteux génère, et font que la rentabilité est absente. Et là, je vous fais grâce de me lancer sur les marchés publics impulsés par l'État, et qui ont fait la fortune de nombre de ces capitaines d'industrie et autres. L'État étant acceptable que si et seulement si il rime avec gros profit. Ce qui est cocasse et ne manque pas de sel quand on sait la violence des attaques formulées contre l'État par les divers acteurs médiatiques.
tous estimant que l'État est mauvais gestionnaire et s'appuyant sur la dette publique pour l'illustrer, en guise de pseudo-preuves irréfutables, en occultant joyeusement de mentionner le rôle des acteurs privés dans la dette en question, dont les aides dont ils sont les heureux réceptacles. Aussi en prenant bien garde parallèlement de ne surtout pas partager les mêmes bilans sur la dette privée, qui est bien plus conséquente que la dette publique, à la fois en quantité et en termes de sources et de gestion, mais qui ne suscite que peu d'émoi. Peu de plateaux en font leur chou gras et en parlent en long, en large et en travers, comme pour la dette publique, au demeurant moins inquiétante pourtant. Idéologie quand tu nous tiens. En même temps, les mieux lotis nous ont bien habitués à se plaindre des initiatives socialistes et communistes tout en bénéficiant dans les grandes largeurs. Eux jouissant de la socialisation des pertes et de la privatisation des profits, ce qui en dit long sur l'honnêteté des discours qui ont cours. Fin d'aparté. Il va sans dire que les manias des affaires qui reprennent les médias ne se sentent pas investis de la tâche primordiale d'informer la population. Ils ont bien autre chose en tête, et leur traitement de l'information, information entre très gros guillemets, est largement empreinte de l'idéologie dominante, celle en faveur des puissants. Aussi, on pourrait dans une certaine mesure accepter que des gens se servent de ces vecteurs pour délivrer des messages en correspondance ou en adéquation avec leur vision de la société. Mais encore faudrait-il qu'ils prennent la précaution de dire d'où ils parlent, en lieu et place de tenter de pousser l'idée d'une impartialité. Il faudrait également, pour cela, que la concentration des médias aux mains de l'oligarchie ne soit pas aussi importante, pour ne pas dire massive ou complète qu'elle ne l'est aujourd'hui. Nous nous trouvons en effet dans une absolue absence de pluralisme du fait de la concentration que j'évoquais. En particulier dès lors que certains n'ont cure des procédés en place visant à s'assurer de la représentation de tous, qu'ils jonglent avec les règles quand ils ne se torchent pas littéralement avec. Parfois, jusqu'à ce qu'on assiste à des trucs incroyables, comme les 53% de temps d'antenne donnés aux membres, porte-parole ou influenceurs de l'extrême droite dans TPMP, allant jusqu'à accepter l'état de fait et payer des amendes pour contrevenir aux règles. Cela m'amène assez naturellement à la deuxième partie de mon propos, celle sur le système verrouillé. On a bien vu comment, dernièrement, des petits médias, même en se coalisant, n'ont pas été en mesure de briguer une fréquence sur la TNT, en dépit de leur légitimité à y aspirer. Comble de l'ironie, les raisons invoquées pour le refus de cette attribution étaient des histoires de business model. Le modèle du média et de ses nombreux alliés ayant été jugé trop fragile, trop incertain en quelque sorte. Ce qui est on ne peut plus comique lorsqu'on sait les disparités à l'œuvre et comment nombre des chaînes qui diffusent sur le canal sont loin de tirer leur épingle du jeu économiquement parlant, comme je l'ai mis en avant un peu en amont. Ce qui nous démontre le verrouillage, c'est aussi les histoires de pluralité mises sur la table. Or, celle dont on a renouvelé les fréquences, pour l'occasion, ne brille pas particulièrement dans ce domaine non plus, beaucoup étant par ailleurs pointés du doigt pour leur forte inclinaison vers l'extrême droite, dont ces représentants sont ultra présents sur certaines chaînes. Finalement, pour finir de traiter cette idée de verrouillage, il est bienvenu de noter que parmi les innombrables pouvoirs qui sont attribués aux pensionnaires de l'Élysée, il y a aussi la faculté de nommer des personnes à la direction des TV et radios, et qu'eux-mêmes orientent grandement leur rédaction par effet domino. C'est le cas avec toutes les entités de France Télévisions. Environnement où la neutralité est de fait pas beaucoup plus de mise comme on a pu s'en rendre compte. D'ailleurs, nombre des éditocrates de plateau parmi les moins mesurés évoluent comme par hasard dans cette sphère, évidemment non sans raison. Difficile d'y entendre des voix dissonantes, pas que celles-ci ne soient pas invitées, mais plutôt compte tenu de la réception qui est faite des personnes en question. Souvent placés dans des traquenards où ils sont priés de répondre à des polémiques montées de toutes pièces et aux injonctions de s'expliquer façon tribunal qui les accompagnent, le plus clair du temps. Vous avez donc saisi comment elles ne diffèrent pas des masses des structures médiatiques dans les mains du privé. Un système moutonnier, paresseux et croupion. Comme j'ai l'habitude de le mentionner, à l'époque où Ruffin disait encore des trucs intéressants, qu'il produisait des choses qui avaient encore des bienfaits, il nous a pondu une œuvre d'intérêt général. Un bouquin intitulé « Les petits soldats du journalisme ». C'est une sorte de bible, si je puis dire, pour comprendre comment fonctionne la profession. En quoi le milieu offre une dérive qui est problématique, et une démonstration de la décision assumée de ne pas informer si on va aller par là. Je m'explique. En effet, ce qui est mis en exergue, c'est comment en fait les membres des écoles de journalisme se voient cantonnés à de la technique, assimiler comment un article se construit, comment on formule un en-tête et tout le reste. Soit apprendre à ne pas faire quoi que ce soit d'autre que du rédactionnel et de la mise en forme. Il y déplore, à juste titre, les politiques qui y règnent, soit de recopie des dépêches AFP, à peine reçues, directement recrachées pour le dire de manière plutôt triviale. Oublier les sources croisées et autres enquêtes contradictoires menées sur le terrain. C'est à la formation d'éditocrates de plateau que vous êtes formés, au demeurant. Nul doute qu'il s'agit là de la finalité des écoles.
D'ailleurs, le terrain est quasi absent du cursus et s'avère être, en quelque sorte, restreint à de vagues micro-trottoirs sur des sujets insignifiants. Du genre de trucs recueillis et utilisés pour des histoires idéologiques, comme on sait si bien le faire à droite. Utiliser les faits divers à des fins de propagande, autrement dit, et non dans l'optique de la saine mission d'éclairer le lecteur sur le monde dans lequel ils évoluent. C'est précisément la raison pour laquelle je pointais du doigt un système moutonnier, paresseux et en définitive croupion. Peu de place est laissée pour l'activité intellectuelle ou la réflexion de prime abord. On ne forme pas des élites en termes de réflexion, plutôt le contraire. Il est bienvenu de ne pas trop faire chauffer les ménages et se questionner sur des histoires existentielles. Dans un tel cadre, quelques voies alternatives ou véritablement dissonantes peinent à subsister. On se trouve au contraire confronté à un système où la conformité est la norme. L'apprentissage ayant pour but, globalement, de rejoindre des médias mainstream et auto-alimenter un entre-soi. Une forme de microcosme parisiano-centré. Le travail effectué se borne à la forme, exclut plutôt le fond. Un des enjeux est de garantir que la ligne éditoriale reste et ne varie pas d'un iota. C'est sans doute ce qui explique assez largement cette unanimité qui est on ne peut plus répandue. Que tous semblent d'accord sur tout, en particulier pour véhiculer les mêmes images et idées, ainsi que des éléments de langage qui leur sont associés. On s'étonne moins, dans une telle configuration, de voir des questions identiques être posées un peu sur tous les plateaux, parfois mot pour mot, et dans le pire des cas, jusqu'à la virgule près. Après, si cette formule m'apparaît comme légitime en tant que critique systémique, celle-ci est renforcée par les quelques exemples de gens de ce milieu qui, à un moment ou à un autre, ont décidé de ne plus jouer le jeu. De se lever et oser parler et apporter une contradiction à la doxa. On a vu cela se produire récemment avec le cas Apathy, par exemple. Ce dernier, pourtant, en général, prompt à appuyer dans le sens de l'officialité, surtout en matière de croyances économiques par ailleurs, mais qui a fait scandale au sujet de l'Algérie et de sa comparaison avec Oradour-sur-Glane. En dépit de sa renommée, sa longévité et autres, sa prise de position lui a valu d'être suspendu, ce qui équivaut à être viré dans un sens, puisque n'acceptant pas la sanction ou de s'excuser, il est parti. Ce qui démontre bien le peu de place qui est accordé à des comportements ou idées autres que mainstream. Que dès lors qu'on pense en dehors de la boîte définie, on vous montre la porte de sortie. Un système tout sauf neutre et organisé pour l'être. Souvent, afin de décrédibiliser certains types de propos, on intente d'attribuer des propos complotistes à leurs auteurs. Et lorsqu'il s'agit de médias, souligner le caractère systémique vous place de facto dans ce genre de catégorie. Pourtant, si on y regarde de plus près, en fait, non seulement il ne s'agit pas d'affibulation, mais plutôt d'observation et analyse juste. On a parlé de la manière dont certaines structures sont désignées avec le modèle des France Télévisions et l'intervention de Macron, nommant les directions des chaînes. Mais dans les entités privées, c'est d'une certaine façon un peu du même acabit. Le haut de la pyramide conditionnant tout le reste. Les recrutements et autres sont effectués en ce sens, chaque étage sélectionnant son S-1. Souvent à partir de réseautages dont la provenance décolle une telle ou une telle. En particulier pour ce qui est des plus renommés, logiquement. Après tout, c'est le mode de fonctionnement traditionnel des bourgeois, comme l'ont largement mis en lumière les sociologues, les Pinson-Charlot. Aussi, il s'agirait de ne pas manquer d'identifier que les puissants de ce monde se livrent à un all-over, à commencer avec les écoles de journalisme. Les oligarques ayant mis la main sur de plus en plus d'écoles de formation à travers le temps. Évolution qui peut largement se comprendre dans la mesure où elle fait parfaitement sens. Difficile de ne pas se garantir de trouver ces futures stars de plateau quand on a l'opportunité de façonner les candidats à son image. Ainsi que l'occasion de donner des coups de boost importants à ceux qui paraissent les mieux parés ou les plus naturellement convaincus par les idées dominantes, selon nos critères. C'est précisément ce qui se passe avec les écoles. D'autant que parallèlement, il y a tout un tissu qui se tisse entre cette corporation et le monde politique aussi. On se rappelle tous les Christine Ockrent ou encore les Anne Sinclair, toutes deux journalistes et présentatrices de plateau et en couple avec des personnages principaux de la scène politique française. Que les liens qui se mettent en place le sont par fréquentation de clubs. Clubs rarement fréquentés par les gueux, où la sélection de ceux qui prennent part au club en question est la garantie du succès. On n'y trouve ni les pauvres, ni les enfants d'ouvriers, ni les journalistes qui aspirent à faire réellement leur métier de journaliste. Sachant que les liens qui y sont produits font interagir les deux univers. La réciprocité est censée profiter aux deux sphères. Cela peut paraître anodin, cependant, cela participe à l'entre-soi auquel je faisais référence plus tôt. À cette forme de verrouillage et le peu de neutralité qui en résulte, somme toute assez logiquement au final.
Aussi, il reste à faire mention d'une dernière chose, à savoir les sondages, ou fameuses enquêtes d'opinion, comme on les appelle pour le dire de manière encore plus comique. Il est de bon ton de le marteler, tant c'est l'éléphant au milieu de la pièce, et que certains continuent à passer à côté sans même s'en rendre compte. Les instituts en charge de réaliser ce service sont aux mains des puissants. Ils mènent ces sondages pour le compte des médias qui les leur commandent. Que les plateaux se régalent avec ces outils à moindre frais, engrenages qui leur permettent d'alimenter une mécanique bien huilée, de générer des heures de programmes et de pseudo-débats où tout le monde est plus ou moins d'accord en excluant les idées divergentes. De voir également tout un tas d'acteurs, experts autoproclamés, se succéder pour nous donner leurs avis sur un ton des plus sérieux. Tous nous intimant de bien vouloir croire ce qui nous est raconté aussi passivement que possible. Ceci est répété à l'infini. Processus produisant une légitimation du contenu, bien que pourtant basé sur du vent. Enfin, du vent et des outils plus que contestables, avec des biais notoires identifiés, qui ont montré les très grosses limites qui sont les leurs. Car, bien sûr, pas de bol, l'efficacité du dispositif à un moment est révélée. Et c'est comme cela qu'on se retrouve avec un Mélenchon sous-estimé de 5 points le jour même du vote, et un Bardella promis à Matignon qui finit 3e avec sa formation en dernier ressort. Sachant que les propriétaires des chaînes et des instituts sont les mêmes, les super riches et hautement capitalistes de notre pays et d'ailleurs. En ce sens, nul besoin de mettre en avant le mélange des genres qui accourt, comme on dit. On comprend aussi sans mal comment ceux qui se perdent dans les oripeaux de contre-pouvoir, comme ils disent, sont tous sauf cela en réalité. Pas besoin d'appuyer sur la continuité idéologique qui est à l'œuvre d'une structure à l'autre. D'autant que les intérêts économiques que l'un vers l'autre entretiennent n'arrangent pas grand-chose au biais que cela introduit. Une méthode délétère. Ce qui ne manque pas de saveur, c'est que la profession est en plein lâcher-prise depuis pas mal de temps, mais qu'aujourd'hui ce phénomène s'intensifie pour atteindre des proportions insoupçonnées, voire inimaginables il y a encore peu. Et pourtant, le système n'a jamais fait preuve d'une grande bienveillance ou ne serait-ce que retenue aux mansuétudes à l'encontre de quiconque allant à rebrousse-poil des intérêts des mieux lotis. Force est de constater qu'on a franchi un cap cependant, qu'on se trouve dans une période d'apogée assez bien mise en relief par ce qui se passe à Gaza et autour de toute personne ne faisant pas sienne la vision dominante. Que les présentateurs, éditocrates et titologues de tout poil, qui se drapent pourtant dans un manteau de moraline, manteau tout à fait confortable, en viennent à mettre à bas tous les faux-semblants. Qu'ils effectuent un bal et masque complet à force de taper leurs adversaires tout azimut. Les têtes de Turcs, comme on dit, étant souvent les insoumis, les syndicalistes, a fortiori fussent-ils du rail, ou encore des mouvements écolos un peu radicaux. En fait, surtout s'ils sont des groupes où les jeunes sont plus représentés. En somme, tous ceux qui se dressent sincèrement contre le modèle économique dont on pâtit. Tous ceux qui croient en ce qu'ils racontent, de sorte qu'ils mettent des actes en face de leurs paroles. En tout cas, le laisser-aller est total, l'impunité aussi du même coup. On en est rendu à un tel niveau de violence qu'on a eu, il n'y a pas plus tard que quelques jours, un gars qui a comparé Mélenchon à Goebbels et que pas un sur les plateaux n'a pipé mot. Présentatrice de l'émission en question en tête. L'ironie résidant dans le fait que le défilé des nazions ce 9 mai, lui, n'a pas fait l'objet de telles attaques, mais c'est une autre histoire, comme on dit. Une autre histoire, celle d'une géométrie variable symptomatique, il faut bien le reconnaître. Quoi qu'il en soit, la réaction tardive de la chaîne où cela s'est produit n'a sûrement été motivée que par une volonté de tirer le parachute ou de se préserver d'une possible assignation en justice, enfin j'imagine. En tout cas, vu de l'extérieur, pour le moins qu'on puisse dire, le message et les pseudo-excuses présentées n'avaient pas l'air des plus sincères, surtout compte tenu de la teneur et de la temporalité. Les excuses invoquées n'étant pas super convaincantes non plus, elles étaient facilement démontables. En outre, Michel Tiran a réalisé une super vidéo sur le sujet du chronométrage qui parle en le sens d'une formalité un peu contrainte, à laquelle se sont livrés à la fois la chaîne et la présentatrice. Initiative au mieux pour ne pas perdre la face. La mise en parallèle de la réception de Branco parlant plus que de 1000 mots, et laissant entendre que la volonté de ne pas rebondir aux propos outranciers était bien là, que rien ne l'expliquait. Que si celle qui menait l'interview l'avait désiré, elle aurait eu le temps de mettre le holà plutôt que de conclure l'émission tout bonnement, comme si de rien n'était, comme elle l'a fait. Une chose est claire et nette en tout cas, le système médiatique tape très très fort sur LFI depuis un long moment. Il n'a jamais cessé de s'en prendre à notre formation. Il s'est adonné à un matraquage en règle depuis 2017 sans discontinuer. Vague de polémique après vague. Procès médiatique intenté après procès. Mais dernièrement, on sent la crainte que la France insoumise suscite et le besoin des milliardaires de faire un bashing de tous les instants, de lâcher les chevaux ou les chiens de garde, dans l'espoir de faire du mouvement un repoussoir, j'imagine.
Malheureusement pour eux, je doute qu'ils obtiennent le résultat escompté, voire qu'on n'atterrisse pas à quelque chose de hautement contre-productif de leur point de vue, particulièrement au regard de la méthode brutale employée. D'ailleurs, en aparté, concernant la brutalité, je vais m'attarder un peu sur le sujet un peu plus loin. Fin d'aparté. Le déchaînement en place dégoûtant un nombre croissant de gens qui nous apportent leur soutien lorsqu'on a l'occasion de discuter avec eux. Parfois alors qu'ils affirment ne pas être des sympathisants de prime abord. Les experts de tout et n'importe quoi parviennent même à sortir des individus de la cécité. Cécité dans laquelle ils les avaient eux-mêmes placés, pour ne pas dire plongés. Le livre La Meute a fait couler beaucoup d'encre et déblatérer sur les plateaux des médias mainstream, mais la Meute n'est pas où on nous dit qu'elle se situe. Elle est plutôt dans les studios TV et radio. Et la chasse en meute, on a bien identifié que cela n'avait rien d'un fantasme, que c'est une pratique bien établie au contraire, pratique récurrente dans cet univers directement lié au sort des plus fortunés. J'ai maintes fois insisté sur ce point, mais la configuration des plateaux à la fois témoigne de la brutalité et y pousse aussi. Lorsque vous êtes supposément invité à vous exprimer et que vous vous trouvez placé en face d'un peloton de 3, 4, 5, 6, voire 7 personnes qui cherchent toutes à vous flétrir, pour ne pas dire vous faire la misère, ou encore vous empêcher de parler de fond, cela n'a rien de simple à gérer. Autant de choses qui ne rentrent pas dans la case et les critères de brutalité selon les concernés comme par hasard. S'indigner de la maigre violence des autres étant toujours plus simple que de noter ses propres dérives brutales. Par contre, les décibels, elles, leur sont insupportables et révèlent une violence incommensurable selon eux, apparemment. Code bourgeois quand tu nous tiens. Média et crêpes Suzette, même combat. Chaque chose a son corollaire en quelque sorte, et malgré les attaques violentes formulées et cette capacité assez indéniable de mettre en place un bourrage de crâne de tous les instants, le système n'en demeure pas moins friable. Et nous laisse entrevoir ses conditions des plus fragiles à intervalles réguliers, de sorte que, au final, nous engrangions des victoires qui n'ont rien d'uniquement symbolique. Nombreuses auront été les positions d'un France Insoumise ou de Mélenchon qui auront été caricaturées et moquées en premier lieu, mais qui, en dernier recours, auront réussi à faire leur chemin et s'imposer, nous donnant des avancées sur le plan culturel sur lesquelles il convient de ne surtout pas cracher. Un des exemples qui me viennent spontanément en mémoire, c'est cette notion de dégagisme qui a valu à Jean-Luc d'essuyer les foudres de tous, tout le temps, pendant une période longue qui plus est. Tous criant au scandale et à la brutalité avant de finir par s'en emparer eux-mêmes, graduellement, mine de rien, au fil du temps. Et comble de l'ironie, quelques années en aval, que le terme finisse par être introduit dans le dictionnaire, en quelque sorte validé par les pairs. Les exemples sont nombreux, il serait particulièrement ardu de dresser une liste exhaustive, puisque, pour la faire courte, le quotidien des médias est de mettre sur le grill Mélenchon et FI, toujours dans le même bateau, pour tout et n'importe quoi, et faire polémique de tous leurs dires et faire. Malgré tout, deux des meilleurs exemples qu'on puisse relever sont celui du cessez-le-feu ou encore de refuser cette notion de soutien inconditionnel à Israël, chose qui a valu au mouvement et des divers représentants d'être passés à la moulinette, de connaître l'enfer, la diabolisation, la stigmatisation, les railleries, les insultes, les procès d'intention, les mises en cause permanentes sur chaque plateau TV ou radio et tutti quanti. Au final, tenir bon à payer. Les faits nous ont donné raison et tables have turned, comme disent les Anglais. Ce sont maintenant nos opposants qui sont en train de rétropédaler dans la choucroute. Tous englués dans leur posture insoutenable de départ et le dogmatisme et le sectarisme qui les y ont amenés. Aussi, si je convoque cette histoire de crêpes Suzette, c'est que ce sont eux qui se sont fait retourner en fin de compte. Même si cela a pris du temps et de l'opiniâtreté. Finalement, tel est pris qu'ils croyaient prendre si on veut aller par là. Ils ont cru dévorer la FI et ses porte-paroles, mais c'est tout l'inverse auquel on a assisté in fine. Les faux baba cools. Si on se fie au discours qui émane de ces organes de propagande, il est évident que l'expérience qu'on peut avoir du système médiatique est en parfait décalage avec la manière dont nous sommes de plus en plus nombreux à le percevoir. Et c'est encore un euphémisme complet. Déjà, du fait qu'ils estiment faire le job, faire montre de neutralité, respecter la pluralité et surtout pas jouer les caniches des patrons de leur structure. Or, n'importe qui, un tant soit peu les yeux ouverts, voit pour ainsi dire tout le contraire de la manière dont ils se vivent individuellement et en tant que rédaction ou médias. Mais le pire n'est pas là en vérité. Pour moi, le pire réside dans le fait qu'ils se persuadent d'être les chantres du combat contre la violence, les gardiens des codes des institutions bourgeoises aussi par la même occasion. Des cerbères qui stoppent la violence de la société, violence pour laquelle ils pointent constamment le groupe insoumis du doigt. Nos députés et porte-parole incarnant cela, selon eux.
tous synonymes de désordre ou indiscipline, c'est pourquoi nous sommes aussi si fiers d'eux. Or, ils ont peut-être le verbe haut pour certains, pas la langue dans leur poche, assurément, la tête dure individuellement et collectivement, ce qui est indéniable, mais la violence, même rhétorique, ne vient pas de nos rangs, mais résolument des médias plutôt. La FI porte la voix du droit international et de la paix. On a vu pire en termes de bordélisation et brutalisation. Des formules acérées ne suffisent pas à démontrer la supposée violence des représentants politiques, surtout lorsqu'on les place dans un contexte qui est propice à du combat politique, de la polémique et de la tension, que l'agressivité à leur encontre est palpable en premier lieu. La violence se juge à l'aune des contenus, des prises de parole des uns et des autres, du contenu de leur discours, pas tellement du ton ou de la forme. Or, ce n'est pas la France insoumise, à qui on prête des rapprochements avec les pires dictateurs à travers le monde, qui se mettent dans les faits à la remorque des USA. Pays qui a, rappelons-le au passage, presque connu quelque année que ce soit de son existence sans livrer une guerre ici ou là, dont certaines s'y sont empêtrées de manière durable. Les pires régimes théocratiques ont souvent été soutenus et maintenus par les Américains et leurs alliés, souvent à coups de guerre et interventions armées, voire conflits ou coups si nécessaire. Ce qui ne semble pas voir comme une violence, un peu comme si les projectiles balancés sur les populations étaient des colis humanitaires. Ce n'est pas non plus la France insoumise qui joue les caniches des USA et hypocritement nous sert des couplets anti-Poutine. Même la France insoumise qui n'a rien à redire au fait que le pays achemine des armes à bien des pays sur lesquels il y a pas mal à redire, mais plutôt les partis soutenus par le système médiatique. Bref, vous avez compris l'idée. Les conseilleurs ne sont pas le payeur et ceux qui se drapent dans les oripeaux de la vertu n'en sont pas pour autant les dépositaires de la bonne morale. Une priorité de refonder le système médiatique. Disons les choses tout de go, ce n'est pas pour rien que les plans du mouvement est de refonder entièrement le système médiatique et de le mettre en conformité avec les recommandations du Conseil national de la résistance, qui avait parfaitement identifié ce qui clochait avec les médias et comment il s'agissait de le faire évoluer. Donc, entre autres choses, de s'assurer de préserver le système en question de la pression des pouvoirs économiques et financiers. Nous ne nous opposons pas par principe au système médiatique, mais compte tenu de ses biais évidents, bien qu'il le rende assez peu en mesure d'assurer la mission d'informer la population en lui présentant des faits et non une propagande évidente au service des mieux lotis, ainsi que se faire le relais de leur idéologie dominante. Dans un tel contexte, nul besoin de préciser le besoin impérieux qui se fait sentir de réformer le système médiatique afin de le mettre en conformité avec les besoins informationnels, ou encore de préciser qu'une telle tâche serait une des priorités absolues d'un gouvernement insoumis ou d'une gauche qui croit en ce qu'elle raconte. Quoi qu'il en soit, en attendant, le constat est ce qu'il est. Ce système pue d'arrogance, de condescendance, de mépris, de manipulation, d'hypocrisie et d'une violence à peine rentrée, généralement lâchée dans la nature contre la FI et ses porte-paroles. J'espère en tout cas avoir pu vous apporter quelques éléments réutilisables et avoir pu remplir quelque peu votre boîte à outils. Rendez-vous au prochain épisode. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Pour ma part, je vous donne rendez-vous bientôt avec un nouvel épisode de Nico 1. C'est tout. Merci de votre attention. Ah oui, j'oubliais, des bisous à mes fans qui détestent mon temps monotone. Allez, bisous. Un grand merci à mes camarades Alia et Sublime pour m'avoir prêté leur voix et avoir donné davantage de relief à cette production. Allez, à bientôt.